André-Joseph Bouglione. Bonjour André-Joseph. Bonjour. Vous devez connaître son nom parce que c'est le grand nom du cirque en France. Et en fait, André-Joseph va nous raconter sa vie. Il a été dompteur de fauves, il a eu une prise de conscience, donc il est devenu finalement lanceur d'alerte, comme on dit aujourd'hui. Et il vient de lancer l'éco-cirque dont on va parler tout à l'heure. Je vous rappelle, comme d'habitude, vous êtes sur la chaîne YouTube de la Cité des Sciences et de l'Industrie, la chaîne conférence, et puis vous pourrez revoir toutes ces conférences et les interviews, etc., sur le site L'Animal et l'Homme. Alors André-Joseph Bouglione, donc bonjour et merci d'être là, parce qu'il vient, alors, il faut être gentil avec lui, parce qu'il ne voulait pas être en retard, et du coup il s'est cassé la figure dans le métro, il a perdu son téléphone portable, et il s'est à moitié cassé le bras. Donc franchement, il est formidable d'être là avec nous, donc rien que pour ça, il faut l'applaudir. Allez. Merci, merci. Donc merci mille fois. Alors déjà, parlons de votre première vie, puisque finalement, vous aussi, un peu comme Michel Bourton, vous avez plusieurs vies. Donc vous avez démarré comme dompteur de fauves, et vous avez démarré très jeune, hein, je crois que vous étiez le plus jeune dompteur de fauves. Oui, en général, quand on commence dans le métier, tout le monde dit on est le plus jeune du métier. D'accord. Ça, c'est classique, c'est une tradition. Je ne sais pas si j'étais le plus jeune, mais oui, j'étais assez jeune tout de même. Vous avez commencé à quel âge? Je sais pas, 18, 19 ans. D'accord. Ouais. Et là, quoi, tout d'un coup, on va dans les cages, et donc vous avez dompté quoi? Des lions, des tigres? Des lions, des tigres, puis tous les animaux domestiques. À part les éléphants et les ours, Ouais. j'ai à peu près approché toutes sortes d'espèces animales. Mais c'est surtout avec les tigres que j'ai eu le plus d'affinité et de plaisir à travailler. Alors je suppose que c'est un métier quand même assez dur, parce que un tigre, ça se dompte pas comme un chien. Quoique il y a des choses difficiles avec les chiens aussi. Mais bon. Moi, personnellement, j'avais plus de facilité avec les tigres qu'avec des chiens, par exemple. Ah oui. Oui, parce que le chien, c'est difficile à dresser. Il n'est pas attentif, il est joueur. Les tigres sont plus sérieux et en fait, c'est plus facile d'avoir un contact et d'obtenir l'attention de l'animal. Ah bah c'est quand même un scoop, hein, de savoir Oui. qu'un tigre c'est plus facile qu'un chien. Oui. Bon. Oui. Et alors comment cette prise de conscience est arrivée? Alors, la prise de conscience est arrivée tout simplement en cage. Alors que Sandrine, mon épouse, et moi-même avions nos fauves depuis plusieurs années, depuis presque 20 ans. Un jour, un des tigres, le premier, même peut-être, oui, c'était le premier tigre que nous ayons eu à nous-mêmes. Il a eu un jour un problème physique. C'est-à-dire qu'il avait une prothèse au niveau des membres inférieurs, au niveau de la hanche. Cette prothèse-là s'est cassée. Et donc voilà un tigre qui, quelques heures, quelques minutes avant, était parfaitement bien. Et tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'il avait une paralysie des membres inférieurs. Donc ce jour-là, au moment de rentrer en cage, quand on s'est rendu compte de ce problème-là, on a envoyé les autres tigres, mais lui, on l'a laissé enfermer, on ne l'a pas laissé sortir. Mais en soi, c'est des choses qui arrivent. Vous savez, quand on vit avec les animaux, il faut bien s'attendre un jour ou l'autre à les voir partir, hein, parce que c'est comme nous, c'est une durée de vie limitée. Mais là, ce qui a été particulier, alors que c'est déjà dur de savoir qu'on perd un animal, parce qu'on est attaché à lui, mais en fait, quand on a envoyé les autres tigres, la réaction de ce tigre-là, qui s'appelait Madras, a été particulière. C'est-à-dire qu'il s'est traîné, il voulait travailler. Il s'est traîné, il essayait de pousser sur la guillotine, sur la porte qui pouvait le laisser passer. Et surtout, quand il a compris qu'on ne le ferait pas travailler ce soir-là, il nous a regardé avec un air d'incompréhension, presque de colère, de vexation. C'était terrible. Et donc ce jour-là, on a travaillé, Sandrine et moi, en cage avec les autres tigres, mais on était bouleversés. On avait les larmes aux yeux parce que tout d'un coup, on avait réalisé que ce tigre-là nous aimait sincèrement, que nous, on l'aimait sincèrement, mais que finalement, on l'avait conditionné pour vivre dans l'erreur, pour vivre en pensant que sa place était de faire du divertissement pour le public. Et tout ça, finalement, pour nous aider à maintenir quelque part un business. Donc ça a été une grosse remise, une grosse claque.
une très grosse remise en question pour Sandrine et moi, d'ailleurs. Et c'est à partir de ce soir-là qu'on a décidé de commencer à chercher à trouver des solutions pour nous, au moins, arrêter de présenter des animaux. Voilà comment on en est arrivé là. Qu'est-ce qu'il est devenu, ce tigre? Il est mort. À cause de cette blessure? Oui. Ouais, ça a dû être terrible. Oui, il était trop vieux pour être opéré. Et enfin voilà, ça a été... ouais. Et avant le regard de ce tigre, avant ce tigre, il n'y avait pas eu de prise de conscience, parce que je suppose que ça doit être compliqué quand même, la vie d'un tigre et d'un lion de cirque. Eh bien, en fait, vous étiez dans un système, quoi, c'est ça? On était dans un système, comme je dis souvent, encore maintenant, je me suis rendu compte qu'en réalité, nous étions conditionnés, nous les humains. On était conditionnés par notre histoire, notre culture, notre famille. Oui, c'est un conditionnement qu'on avait subi et dont on n'était pas conscient. Et puis tout d'un coup, on s'est rendu compte que si on faisait ces choses-là avec ces animaux-là, ce qui était pour nous naturel, c'était le fruit d'un conditionnement en réalité. On avait été élevés, éduqués, conditionnés donc pour ça. Alors que ce n'est naturel pour personne d'entrer en cage avec des fauves, d'avoir des serpents dans les caravanes, enfin pratiquement dans votre lit. Nous, c'était la routine. Et c'est ça aussi qui a changé à partir de ce soir-là. C'est-à-dire que non seulement on s'est rendu compte qu'on était dans l'erreur, mais on s'est rendu compte que c'était toute notre famille depuis très longtemps qui était dans l'erreur. Et donc, ça n'a pas été très simple. Non seulement il a fallu qu'on en parle entre nous, moi je vous dis qu'après cette soirée-là avec Madras, on a ressenti un très gros malaise, Sandrine et moi, mais pourtant on a mis plusieurs mois à s'en parler. Et quand j'ai osé lui en parler, elle m'a dit « Ah, je suis soulagé parce que moi aussi je pense pareil, mais je n'osais pas t'en parler. » Voilà. C'est pour vous dire la force du conditionnement. Je n'osais pas en parler à ma femme et elle n'osait pas m'en parler à moi. Oui, parce qu'il y avait... On était vraiment... on était comme bâillonnés par ce conditionnement. Puis il y avait un problème peut-être de connaissance, c'est-à-dire que c'est une époque où on s'intéressait beaucoup moins justement aux intelligences, à la psychologie, à la personnalité des animaux. Et donc vous étiez dans un système où on pensait que l'animal, il était conditionné pour ça, que tout va bien et que... Ouais. Alors c'est là qu'il y a un paradoxe, parce que justement dans le milieu du dressage familial, notamment chez nous, on a toujours été parfaitement conscient que les animaux étaient très intelligents, plus intelligents que ce que les gens veulent bien le croire ou penser. Oui, non, c'est d'ailleurs assez paradoxal, mais c'est un fait. Moi, je rappelle quand la loi est passée pour dire que les animaux avaient une conscience et que c'était pas des meubles, je me suis toujours dit, mais je pensais que c'était des siècles qu'on savait ça. Parce que nous, c'était naturel. On savait que les animaux étaient intelligents et conscients. Mais malgré tout, on ne voyait pas où était le mal d'avoir ces animaux-là. On pensait qu'ils étaient protégés chez nous par rapport à la nature. On était content de voir la reproduction, notamment. Quand des tigres se reproduisent en captivité, on pense que c'est parce qu'ils sont heureux. Il faut savoir une chose, il suffirait de faire des prisons mixtes pour avoir des humains qui naissent en prison. Et c'est pas, ça n'atteste pas du grand bonheur des parents. Voilà. Au contraire, c'est presque une consolation, quelque chose à faire. Consolation, voilà. Oui. Et alors du coup, si justement dans le milieu du cirque, on considère que les animaux sont intelligents, pourquoi ça a été si difficile d'en parler? Parce que vous êtes quand même en famille, pour revenir à cette fameuse prise de conscience. Pourquoi vous n'allez pas voir vos parents, vos cousins, en leur disant, écoute, quand même, j'ai vu un truc bizarre avec Madras, qu'est-ce que t'en penses? Pourquoi c'est si compliqué de... Alors ça, c'est le poids du tabou. C'est le poids du tabou, comme je vous le disais tout à l'heure, à table, mais bien en fait, il y a un véritable tabou dans le métier. Il y a des choses qu'on sait en interne, qu'on se dit en interne, mais qu'il est de tradition, que ça ne doit pas sortir à l'extérieur. Voilà, donc finalement, on sait parfaitement, notamment depuis l'époque de mon grand-père, quand j'étais petit, je l'entendais le dire, que les animaux allaient finir par être interdits, qu'il fallait qu'on se réinvente, pas qu'on change de métier, mais qu'on adapte un peu notre métier à tout ça. Et finalement, ça. Oui, bien sûr. Ouais.
La génération de mon grand-père, celle de mes parents, et la mienne l'a toujours dit. Quand j'étais petit, c'était le discours dominant même. À savoir que profitez-en, il n'y en a plus pour longtemps. Mais en même temps, ça fait... j'ai 48 ans, vous voyez, ça fait beaucoup d'années, et puis finalement, il n'y avait rien de fait. Et aujourd'hui, c'est encore comme ça, ou vous pensez quand même que le milieu évolue et qu'il y a de plus en plus de gens comme vous qui prennent conscience de... Alors aujourd'hui, il faut savoir une chose, les grands cirques, les vrais cirques, quand on regarde les grandes familles de cirques, eh bien, eux ont compris, ils se sont adaptés. Bon, c'est vrai que j'ai été un peu le premier, mais regardez aujourd'hui, chez les Grusses, il n'y a plus d'animaux sauvages. Il y a encore des chevaux, des animaux domestiques, mais au moins, il n'y a plus de fauves, plus d'éléphants. Chez Medrano, c'est pareil. Enfin, voilà, les grands cirques ont déjà fait la transition, ont déjà intégré le progrès à faire. Et ils sont non seulement en train, mais pratiquement tous l'ont fait. Et aujourd'hui, il reste une poignée d'irréductibles qui ne veulent rien entendre, qui veulent même faire abroger la loi et qui veulent encore avoir plus d'animaux, finalement. Eh bien, ceux-là, ce sont ce qu'on appelle des petits cirques de famille, qui se sont un peu agrandis il y a quelques décennies, dans les années 80-90, et qui, à l'époque, ont compris que pour faire une vraie concurrence au grand cirque, ils avaient besoin de beaucoup d'animaux. Donc, c'est un petit peu à cause d'eux qu'on en est dans cette situation avec les animaux aujourd'hui, c'est-à-dire pas les grands cirques, mais ces petits cirques de famille qui ont investi dans un modèle de cirque animalier, mais sans connaître rien aux animaux, ce qui a amené une très mauvaise image et finalement les conséquences aujourd'hui, on les connaît. Mais ceux-là, aujourd'hui, sont les plus virulents à vouloir garder les animaux, parce qu'ils savent qu'eux, ils ne jouent pas... un vrai cirque, c'est-à-dire c'est des gens qui ont le sens du spectacle et le respect du public. Pour nous, c'est facile de changer un spectacle. Ah ben, si les gens veulent plus voir ça, ben, on va faire autre chose. Je veux dire, c'est pas un problème, parce qu'on trouve des grands artistes, on peut toujours trouver pour se renouveler et recréer notre façon de faire. Mais pour eux, ces petits cirques-là, c'est plus compliqué. Ils travaillent que en famille, donc c'est papa, maman, les enfants. Et les animaux servent un petit peu à agrémenter tout ça, et eux, ils servent de bouche-trou entre les numéros d'animaux. Donc c'est pour ça qu'eux ne veulent pas arrêter les animaux, parce que sinon, eh bien, ils vont revenir en arrière, à une époque où ils avaient des cirques plus petits et pas d'animaux. Et ça, ils ne veulent pas, parce que c'est une régression pour eux, alors qu'en réalité, c'est un progrès. Alors justement, quand on parle de progrès, votre prise de conscience vous a amené à créer un nouveau style de cirque, qui est l'éco-cirque dont vous allez nous parler, qui est tout nouveau, avec en particulier, puisque nous c'est les animaux qui nous intéressent, des animaux hologrammes. Donc on va, pendant que vous nous parlez de tout ça, on va montrer des images de ces animaux. Donc il y aura un éléphant, un beluga, une baleine, avec des animaux hologrammes qui sont très impressionnants. Alors d'où vient cette idée comment vous avez pensé à cet éco-cirque et quel est le concept d'ailleurs de l'éco-cirque? Parce qu'il n'y a pas que les animaux hologrammes, hein, c'est un peu... c'est pour ça que ça s'appelle éco-cirque d'ailleurs. Tout à fait. Alors au départ, l'idée de l'éco-cirque, ça démarre en cage, comme je vous dis, le soir où Madras est tombé malade. C'est là que... Enfin, il est né. On n'a pas encore pensé comme ça. C'est là qu'on s'est dit qu'on allait commencer à faire du cirque sans animaux. Là, on voit donc Agathe et un beluga. C'est un faux beluga, bien entendu, c'est de la 3D. Et il y a une poésie incroyable. Hein, ouais, il faut voir la scène en live. Il se passe, c'est tellement amené d'une façon particulière en plus. Et donc, comment nous est venue l'idée oui, comme je disais, en cage. Et puis surtout, l'éco-cirque, c'est non seulement un cirque 100% humain, sans aucun animal, et c'est surtout un cirque à l'intérieur duquel on a voulu recréer notre pratique artistique du spectacle, mais le faire avec des nouveaux outils. Et donc les hologrammes, c'est une aventure de chaque instant, encore aujourd'hui. On n'a pas été à 100% du potentiel des hologrammes, parce qu'avec ça, on peut tout faire. Là, on voit un beluga, c'est très mal filmé, mais c'est pas grave, on voit... Ah, la baleine bleue, elle est incroyable.
Et Oui, ce sont vraiment des images en fait, d'essais. là, c'est des images d'essai, c'est pas des images du spectacle. Elles ont été encore retravaillées, et la mise en scène aussi, les lumières également. Ouais, parce que tout ça est tout Donc nouveau, là, voilà, comme ça, là, vous avez la c'est très beau primeur. de décoffrage, ce que vous voyez là. Vous avez la primeur d'images de travail, finalement. Complètement. Alors, il faut savoir que c'est un écran transparent sur lequel est projeté l'hologramme. Et derrière cet écran, il y a un second écran. Et entre les deux écrans, il y a un espace scénique. Donc, en fait, il y a des personnages qui peuvent évoluer à l'intérieur des images, entre le fond, les hologrammes et les premiers plans qui sont sur scène. C'est le cas du personnage, là. Elle est entre Alors, les elle deux, est devant, non, elle est devant. mais il y a un clown qui peut agir derrière également. Là, elle est entre les deux. Ou, D'accord. je ne sais plus. Non, là, alors, le clown est derrière et elle est devant. Enfin, Voilà. En tout cas, c'est très impressionnant, parce que du coup, on a l'impression que l'animal est... Ah, il y a ils une sont tous les trois présence. devant. Ah, ouais. Je vous ai entendu dire que les enfants aient presque plus peur de ces animaux-là que des vrais animaux. Oui, alors il faut savoir une chose, c'est qu'il n'y a pas de cage, forcément. On ne va pas monter une cage pour mettre une projection dans l'intérieur, c'est idiot. Donc comme il n'y a pas de cage, il y a certains enfants qui, en voyant arriver notamment le lion en premier, le sound design qui a été travaillé par les musiciens est vraiment incroyable de réalisme. Les images sont très réalistes et finalement, comme il n'y a pas de cage, il y a des enfants qui ont peur que le lion les attaque. Et ça, c'est assez drôle de voir les réactions de certains enfants. Ouais. On va le voir tout à l'heure, le lion. Je profite quand même que vous soyez là, puisque vous avez tellement travaillé sur des lions et des tigres. Vous dites souvent que vous avez un faible pour les tigres. Oui. Si on revient à l'intelligence des tigres et des lions, ça n'a rien à voir, parce que le tigre était plutôt un solitaire, alors que le lion est plutôt un animal social. Complètement. Comment quelles sont les différences pour vous et les talents de ces animaux et leur intelligence? Alors physiquement, déjà, ils ont des morphologies assez différentes. Le lion est plus pâteau, plus petit, mais un peu plus lourd dans sa manière de se déplacer. Le tigre, c'est tous les deux des félins, mais le tigre est plus félin, plus chat, quoi, plus léger, alors qu'il est plus gros physiquement. C'est assez curieux. Après, selon les deux espèces, même dans les deux espèces, c'est individuellement qu'on peut jauger le caractère et l'esprit d'un animal. Vous allez prendre 100 tigres ou 100 lions, il y aura 100 animaux différents. Ah, vraiment. Ouais. Et 100 peut-être façons de faire différentes. Ça, c'est quelque chose d'incroyable. Après, il y a des grandes lignes. Le lion est très social. S'il y a une bagarre, par exemple, si vous avez en cage un groupe de lions et qu'il y en a deux qui commencent à se bagarrer, vous êtes sûr et certain que si vous n'arrivez pas à régler le problème très vite, tous les lions vont descendre pour se battre. C'est bagarre générale. Ah oui. Ah oui, on ne peut pas empêcher. Quoi qu'il arrive, même si les animaux sont super bien dressés et disciplinés, s'il y a une bagarre qui éclate, ils descendent. À moins que ça soit réglé très vite. Par contre, les tigres, c'est l'inverse. Les tigres, vous pouvez avoir 12 tigres, s'il y en a deux qui se battent, les autres vont les regarder. Comme ça, bizarrement. Mais il n'y en a pas un qui va participer. C'est quasiment impossible. Ouais. Voilà. C'est des petites différences. Si on le sait, c'est mieux. C'est quand même plus prudent. Il vaut mieux être au courant avant d'entrer en cage. Mais il y a tellement de subtilités, de différences, ne serait-ce qu'entre deux tigres. Alors imaginez entre des tigres et des lions, c'est un monde. Quels sont les souvenirs de tigres qui vous sont... Tout à l'heure, vous nous avez parlé de Madras, qui est donc très important dans votre vie. Oui. Mais est-ce qu'il y a eu des tigres ou des lions d'ailleurs, mais qui pour vous ont été des amis, je sais pas, des personnages, où il s'est passé quelque chose? Bien sûr, mais tous. Le problème, il est là, c'est que tous, c'est pas un... Sur un groupe, il n'y en a pas un qui a une personnalité intéressante. Ils sont tous avec des personnalités intéressantes. Il y en a qui sont plus méprisants, il y en a d'autres plus joueurs, il y a des curieux, il y a des... Voilà, il y a des farceurs aussi, il y a des emmerdeurs, il y en a. C'est comme les humains. C'est comme les humains. On est ce qu'on est, eux aussi sont ce qu'ils sont. Et c'est vrai que autant d'animaux vous pourrez croiser, si vous donnez le temps de travailler un peu avec et de passer du temps avec et d'essayer de construire quelque chose ensemble, et vous vous rendrez compte que les animaux qui sont devant vous, en fait, ont beaucoup de différences entre eux. Donc, ils sont très personnalisés. Enfin, vraiment, beaucoup de personnalités. Énormément de personnalités.
J'ai lu que le tigre étant solitaire et qu'il existe partout dans le monde, en fait, il a une adaptabilité incroyable. Il va dans les pays chauds, pays froids. C'est un chasseur particulièrement stratège, etc. C'est vrai. Est-ce que du coup, ça lui donne justement ce caractère? Est-ce que le fait d'être seul, ça oblige pas quelque part à se débrouiller un peu tout seul et à être super malin parce qu'on peut compter que sur soi? Est-ce qu'on le sent, ça Oui, mais les lions aussi sont malins, hein, franchement. Hein. Moi, d'ailleurs, quand j'ai commencé avec les tigres, j'avais l'idée que les lions étaient des gros imbéciles, ce qui est loin d'être le cas. Hein. Le caractère est différent, on peut se tromper. On peut les croire plus lourds, plus pâteaux et moins subtils. Mais moi, j'ai connu certains lions qui étaient très très malins, beaucoup plus intelligents que certains tigres, qui ne sont pas forcément à ce niveau-là. Enfin voilà. Ouais. Non, il y a des différences des deux côtés. Vraiment là-dessus, c'est très difficile même de dire tous les tigres sont comme ça, tous les lions sont comme ça. Oui, de faire des À généralités. part des grandes lignes, comme on dit, solitaires ou grégaires ou sociales, à part ces grandes lignes-là, au niveau caractériel, les animaux sont comme nous en fait. Oui, ils sont très, très. Ils ont beaucoup de personnalité. Énormément de personnalité. Alors avant de passer à quelques questions dans la salle, dites-nous un peu pour l'éco-cirque, donc là ça vient de démarrer, là où est-ce que vous êtes, comment est-ce qu'on peut vous voir, vos projets, donc c'est avec Sandrine, votre femme, donc Exactement. Là vous êtes à Marseille en ce moment? Alors là nous sommes à Marseille, sur la plage du Prado, au niveau du David, c'est la statue de David, de Michel-Ange, jusqu'au 27 février, et ensuite on ira à Lyon. Et vous pouvez voir donc le spectacle dont vous avez vu quelques images tout à l'heure, qui sont des images de répétition, qui ne sont pas des images faites au spectacle. Et voilà, il y a à la fois les hologrammes, les plus grands artistes du monde, et un orchestre en live. Génial. Et comment votre famille, du coup, maintenant accepte tout ça? Est-ce que, du coup, le message commence à passer et il commence à se dire, ah bah quand même, il fait un truc génial et au moins il réhabilite le cirque d'une autre façon, ou est-ce que non, vous êtes toujours un ennemi? Alors, ils ont évolué parce qu'ils y ont été contraints, ils se sont rendus compte qu'ils étaient contraints d'évoluer, ne serait-ce que par la loi ou par l'opinion publique, les médias, enfin voilà, ils veulent continuer à se développer, et là, c'était plus possible avec des animaux. Mais comment dire, ils ne sont pas à dire ah, il était formidable hein, quand même, c'est grâce à lui qu'on en est là. Je pense que ça va me poursuivre encore quelques années et que c'est pas de mal à veille que je serai réhabilité au niveau de ma famille et de mes confrères. Mais en même temps, je fais pas ce métier-là pour plaire à mes camarades, à mes confrères, je fais ça pour le public, pour les générations futures. Excusez-moi, c'est le... Bah oui, c'est pas facile, hein, le masque. Hein, et de toute façon, vous avez une nouvelle famille. Je dirais. Complètement, oui, on a gagné 30 millions d'amis. Hein. Voilà. On n'a plus besoin de famille. Et dernière question, est-ce que vous êtes optimiste, alors justement, en ce qui concerne le cirque et les animaux sauvages? Est-ce que vous dites que, bon, ça y est, là, d'ici 10 ans, je dis n'importe quoi, ça n'existera plus, ou vous pensez que c'est pas gagné? Bah, non, je suis très optimiste, parce que non seulement la loi est passée, mais même avant la loi, regardez, la preuve, c'est qu'on n'a pas attendu que la loi se fasse pour faire la transition, et on est quand même de la famille Bouglione. Mais il y a déjà depuis l'année dernière, le cirque Arlette Grus, c'est un concurrent, mais je le cite quand même parce qu'il faut le présenter comme ça, c'est important. Eh bien, il ne présente plus de fauves et d'éléphants. Le cirque Medrano, c'est pareil, depuis l'année dernière, ne présente plus de fauves et d'éléphants. Ils en sont toujours propriétaires, mais ils ne les présentent plus en public et ils ne voyagent plus avec, au moins là jusqu'à nouvel ordre. Hein. Maintenant, s'ils reprennent, c'est pas ma faute, hein, j'y suis pour rien. Mais voilà. Non, je pense que le métier a évolué, le vrai métier a évolué dans le bon sens. Et que la loi, d'ailleurs, il y a une date butoir, c'est 2028. Oui, 2028. Et honnêtement, d'après ce que j'ai entendu, les choses vont pas attendre jusqu'à 2028, vraiment. Enfin, voilà, il va y avoir beaucoup d'actions, beaucoup de décrets qui vont être faits dans les années qui viennent pour vraiment aller jusque-là, quoi.
Très bien. Bah, écoutez, merci. Je moi. propose qu'on applaudisse André Joseph et qu'on le remercie d'être venu malgré Merci le pauvre, son accident. je vais me permettre d'être pas très bien sur le programme et de voler 5-10 minutes à Éric Baratet qui nous suit. Si jamais vous avez quelques questions rapidement, puisque on est... Oui, madame, pour André Joseph, pour profiter de lui avant qu'il reparte à Marseille. Déjà, bravo d'être à l'origine, enfin pas à l'origine, mais enfin d'être le précurseur des cirques sans animaux. Et je me demandais, que deviennent les animaux qui ont passé leur vie dans des cirques? Où est-ce qu'ils échouent au final? Alors, il y a plusieurs solutions. Regardez Alexis Grus, il y avait un vieil éléphant qu'il a placé dans un zoo en Italie, il y a 2-3 ans maintenant. Il y a des solutions, par exemple en France, vous avez un sanctuaire qui s'appelle Elephant Haven, qui est le premier sanctuaire pour éléphants à la retraite en Europe. Il vient d'ouvrir, ils ont reçu leur premier éléphant il y a pas longtemps, il y a peut-être 2-3 mois, et ils font un travail formidable. Voilà, il y a plein de solutions. Après, il faut savoir une chose, c'est que mes confrères ont un peu exagéré le nombre de leurs animaux, histoire de ralentir la transition, histoire de rendre plus compliquée la transition et gagner du temps. Donc, moi, je pense qu'en réalité, aujourd'hui, il y a suffisamment de place dans les sanctuaires pour placer pratiquement tous les animaux de cirque. Après, il faut savoir qu'il y a beaucoup de cirques aussi. Les plus grands cirques ont en général leurs installations fixes. Donc, ils sont capables, sans placer les animaux dans des sanctuaires, ils sont capables de garder leurs animaux, mais de ne plus les présenter en public et de les garder sur place. Ce qui peut être aussi une alternative. Oui, c'est ça qu'il faut avoir un peu d'espace. Il faut de l'espace, il faut du monde pour s'en occuper, il faut des moyens pour les nourrir et les entretenir. Enfin, ça reste quand même beaucoup de travail. Ouais, c'est pas évident. Est-ce qu'on a une autre question? Oui. 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 C'est bon. Oui, c'est bon. Merci d'être là. On apprécie beaucoup. Hein. On aime les animaux, on les adore, bien entendu. Bon, avec cette transaction difficile, quelle est la durée de vie des animaux? Alors, ça dépend des animaux. Hein. Les tigres, alors? Les tigres, c'est 15, 20, 30 ans, ça peut arriver. Enfin, 30 ans, j'ai vu une tigresse arriver à cet âge-là une fois. C'est comme nous, hein. Il y a des âges différents. Mais en général, ils vivent beaucoup plus longtemps, en captivité qu'à l'état sauvage, ce qui n'est pas non plus un indicateur de bonheur ou de bien-être, hein, finalement, mais plutôt de régularité, de nourriture, etc., et de moins de stress. Mais voilà. Et avec cette transaction difficile, toujours, est-ce que vous bénéficiez d'aide parce qu'il faut se remettre en question, il faut tout revoir? Alors là, avec le Covid, on a reçu des aides, comme toutes les entreprises, chômage partiel, etc. Après, pour ce qui est de la création de l'éco-cirque, on l'a fait entièrement sur fonds privés, sans aucune subvention. Et on continue à tenir comme ça. C'est dur. Parce que vous êtes une grande famille. C'est dur parce que l'État, on les voit financer beaucoup de choses. Parfois qu'on trouve un petit peu, des fois, on se demande pourquoi. C'est un grand bonheur. Hein. Ouais. Non, mais on aimerait bien aussi être aidé. Ça serait gentil de leur part, parce qu'en plus, j'ai l'impression qu'on rend service à la France quelque part, à arrêter les animaux. C'est clair. Ouais. Oui, et on va donner une bonne image aussi à l'étranger, parce que la vocation de l'éco-cirque, c'est d'aller à l'étranger. Et enfin voilà, c'est vrai que les pouvoirs publics, il y a une forme de racisme intellectuel autour du cirque, je pense. Pas tous, mais en tout cas, quand on s'appelle Bouclione, c'est pas simple d'obtenir certaines aides. Ouais. Quoi qu'on fasse. Hein. Merci beaucoup. D'internaute avec Anne. Oui, donc une question d'internaute, des commentaires de félicitations, notamment sur les images qui sont beaucoup appréciées, qui sont magnifiques. Une question, donc, est-ce que le contact avec les vrais animaux vous manque? Eh bien, tout à fait. Oui, bien sûr. On ne peut pas passer sa vie avec les animaux, être élevé avec eux, décider pour leur intérêt d'arrêter.
et pas ressentir un vide, un manque, bien sûr. Mais même si ça me manque, c'était, comment dire, c'est un manque, comment dire, ça c'est l'expression d'un sentiment très égoïste. Moi je ne pense pas que je manque à mes animaux. C'est ça qu'il faut se poser, et c'est la question qu'on doit se poser. Nous, bien sûr que les animaux nous manquent, mais est-ce que nous on manque aux animaux? Parce que les animaux n'ont pas... Moi j'avais besoin des animaux. Vous voyez ce que je veux dire? Tout simplement pour mon plaisir, parce que j'adorais travailler avec eux, et puis pour mon entreprise, parce que finalement, je pensais que les gens venaient voir des animaux. Donc, ça fait partie aussi du maintien d'un business. Voilà. Vous avez des animaux domestiques d'ailleurs? Au moins des chats, des chiens? Ouais, chats, chiens, on a. Bon, enfin, c'est nous qui sommes... enfin, c'est eux nos propriétaires. On a une autre question. Oui, bonjour et merci évidemment pour ce que vous avez fait et d'être là. Je voulais savoir si vous savez comment les animaux qui sortent du cirque, comme vous aviez parlé de Madras au début, qui voulaient participer au spectacle, comment les animaux qui se retrouvent en sanctuaire s'adaptent? Ah ben alors ça dépend. Déjà, ça dépend aussi de leur niveau de dressage. Est-ce qu'ils ont été bien dressés? Jusqu'à quel point? Tout est personnel. Après, ça dépend du caractère des animaux. Il y a certains animaux qui adorent travailler, certains qui le font parce qu'il n'y a pas le choix. Voilà, ça c'est sûr. La question c'est exactement... Ah oui, comment ils s'adaptent dans un sanctuaire? Alors, vous savez, en fait, comment dire, c'est pas le travail qui va leur manquer, c'est plutôt la vie quotidienne quand ils sont habitués à voyager beaucoup, surtout tous les jours. Tous les jours, voilà, toutes les semaines, on change de lieu, ça fait plein de manipulations, donc c'est intéressant. En réalité, ça c'est plutôt intéressant pour les animaux. On pense que c'est vrai que ça peut être une maltraitance si c'est pour les transporter, pour les amener à l'abattoir, mais le transport des animaux pour aller d'une place à l'autre, au début, quand ils connaissent pas, ils ont peur, ils sont jeunes, et puis petit à petit, ils s'habituent, et après, c'est facile. Moi, ça m'est arrivé de voir des éléphants, comment dire, leur canaque était bourré, c'est les éléphants qui rentraient toutes seules dans le camion, alors que le cornac était pratiquement à faire du ski nautique derrière eux, parce qu'il avait perdu les pédales. Mais voilà, les animaux savent ce qui se passe et dans certains cas prennent un certain plaisir à la vie du métier. Ça, c'est une vérité. Même si j'ai arrêté, je suis conscient de cette vérité et je ne dirais pas le contraire, puisque je sais que c'est la vérité. Mais après, il y a voyage et voyage. Il faut savoir aussi que présenter des animaux de parking de supermarché en zone industrielle, glauque, enfin voilà, toute l'année, on s'abîme aussi à le faire, et les animaux n'en ont pas besoin. Et ils sont mieux, finalement, dans des sanctuaires où ils sont tranquilles sur place. Au bout d'un moment, ils s'habituent, et puis au sanctuaire, c'est un beau sanctuaire, notamment il y a Tonga, Terre d'Asile, je crois, qui est créé depuis pas longtemps, où ils ont des installations magnifiques. Là, les animaux sont super bien. Vous savez, un animal a besoin de nourriture et de bien-être. Donc, un peu d'herbe, le ciel bleu, à manger, à boire. Ils n'ont pas besoin de beaucoup plus. Hein. En fait, ils ont besoin de rien d'autre. Une dernière question, et après, il faut vraiment qu'on arrête. Oui. Alors, il y a une question là sur la gauche. En attendant, j'ai oublié de dire tout à l'heure que vous avez écrit votre livre Contre l'exploitation animale aux éditions de Chou. Donc, tout à l'heure, vous pourrez faire dédicacer l'ouvrage. Vous serez encore avec nous ou pas? Peut-être qu'avec votre accident, je sais pas. Il est où le livre? Il est à l'entrée avec les autres, mais normalement, on est censé attendre. C'est peut-être un peu dur, non? Je sais pas si je pourrais. Ouais, je pense que ça va être compliqué. Ouais, je comprends. Je vais vous poser une question qui est peut-être un petit peu dérangeante. On associe souvent dressage avec brutalité. J'aimerais avoir votre opinion.
Oui, c'est vrai et c'est faux. Alors, il y a les deux. En réalité, la vraie brutalité, c'est pas le dressage. La vraie brutalité, elle est plus subtile, elle est moins difficile à discerner, pardon. Mais la véritable brutalité, c'est de maintenir en captivité des animaux qui sont nés en cage jusqu'à la mort. Moi, c'est pour ça que j'ai arrêté. Pas pour la brutalité du dressage. Parce qu'effectivement, ça peut arriver d'avoir à se bagarrer avec un fauve pour éviter de se faire tuer, donc pour se défendre. Mais c'est pas, comment dire, c'est pas du tout brutal, en fait. La vraie brutalité n'est pas là. En tout cas, il y a des méthodes qui permettent d'éviter la brutalité. Donc nous, on utilisait ces méthodes-là, et pourtant on a arrêté. Pourquoi? Parce que finalement, c'est la captivité sans espoir d'une vie meilleure, d'une vie en liberté, à l'état naturel. Et quand on perpétue ça plusieurs générations de suite, on se rend compte à quel point c'est absurde, finalement. Et le dressage peut être, comme je vous l'ai dit, la pire des cruautés, et peut être aussi une occasion d'enrichissement pour l'animal et pour l'homme ensemble. Ça peut être un travail en commun et ça peut être aussi une torture. Dans les deux cas, ça peut être les deux. Donc, sachant ça, moi j'ai surtout basé mon discours sur le fait que c'est pas le dressage, parce que le dressage n'est qu'une conséquence de la captivité. C'est la captivité le vrai problème. En tout cas, pour nous, c'était comme ça qu'on le voyait. Ouais. La pire des maltraitances, c'est ça, c'est d'être en prison alors qu'on est innocent. Ouais, on est tous d'accord. Merci beaucoup, vraiment. Merci. Merci mille fois André-Joseph de l'effort d'être resté... bon, il va falloir aller vous soigner. Hein. Je suis désolé, vraiment, je voulais passer la journée avec vous, mais je me suis fait mal. Sûr. Non, c'est clair. J'espère surtout que c'est pas trop grave. Non, sérieux, c'est une petite... Oui, mais ça, c'est ce qu'il dit. Il me dit non, mais la douleur, il n'y a pas de douleur. Ouais, ça, La douleur, c'est pour les faibles. Oui, c'est ça. Merci en tout cas. Merci à vous tous pour votre patience et votre gentillesse. Et merci Yolène. À bientôt.